À Sainte-Marie, dans le quartier de la Rivière des Pluies, un lieu discret repose à l'écart des regards. Une cave. En surface, elle semble ordinaire. Mais dès qu'on s'en approche, on comprend qu'elle porte une mémoire plus lourde que la pierre qui la compose. Vous descendez un escalier aux marches démesurées. À chaque pas, la lumière se retire un peu plus. L'air devient humide, dense. Devant vous, une voûte basse, un espace étroit. La cave vous enveloppe de son silence, un silence qui pèse. Ici, autrefois, des hommes, des femmes, parfois des enfants, étaient enfermés. Pas pour se protéger d'un cyclone, pas pour stocker du sucre ou des outils, mais pour punir et briser ceux qui osaient désobéir, fuir ou simplement résister. Sur les murs, des anneaux de fer, des fixations, des chaînes encore visibles, on imagine l'obscurité totale, l'isolement, la peur. Pour les esclaves, cet endroit signifiait la perte de liberté et la volonté du maître de rappeler son pouvoir et son autorité. Cette cave de la Rivière des Pluies est l'un des rares vestiges physiques du fonctionnement de la société coloniale réunionnaise au XIXe siècle. Un lieu où habitants, visiteurs et chercheurs peuvent encore mesurer la violence des pratiques esclavagistes et la réalité de la domination exercée sur les plantations. Enterrée sous l'ancienne habitation des bassins, elle servait aussi d'espace de stockage, d'abri en cas de cyclone et de zone fraîche pour conserver les denrées. Mais sa configuration, ses accès, ses annexes souterraines révélées laissent penser qu'elle a eu une autre fonction. Celle d'un lieu de détention. Charles Desbassins, propriétaire du domaine, avait élaboré une architecture de surveillance très organisée. Il sélectionnait soigneusement ses gardes et ses commandeurs, ses surveillants esclaves réputés pour leur loyauté et leur intelligence. Le contrôle devait être permanent, structuré, administratif. Dans cet environnement, la cave devient une pièce de plus dans la machine disciplinaire. Un espace clos, souterrain, discret, parfaitement adapté pour intimider et punir. Contrairement à d'autres habitations, Desbassins supprime progressivement la flagellation. Il met en place d'autres formes de sanctions. La privation de jours de repos, l'isolement et la détention temporaire décidée par un petit jury composé d'esclaves eux-mêmes mais sous son autorité complète. Les anneaux, les chaînes, les traces sur les murs renforcent l'idée que cette cave a été utilisée comme cellule d'enfermement. Au même moment, Desbassins modernise la sucrerie. Moulins verticaux en fer, introduction de la vapeur dès 1817, collaboration avec des ingénieurs comme Wetzel, tout est pensé pour produire plus, mais aussi pour encadrer davantage. Chaque espace de l'habitation est optimisé, surveillé, contrôlé, même les espaces souterrains. Aucune archive officielle de l'époque ne décrit précisément cette cave comme une prison. C'est logique. Une détention privée, secrète, ne pouvait pas être déclarée. Alors, la mémoire repose aujourd'hui sur autre chose. Les témoignages oraux, les indices matériels, les études récentes, les récits transmis par les descendants. À part le roman « Les Marrons » du réunionnais Louis Timagène Watt, aucune source du XIXe siècle ne mentionne explicitement ce lieu comme prison. Mais les traces sont là, et elles parlent encore. Aujourd'hui, cette cave n'est plus un outil de domination. Elle est devenue un lieu de mémoire,
un espace où l'on écoute les silences du passé, où l'on reconnaît la dignité de celles et ceux qui ont subi l'esclavage, et où l'on rappelle qu'au cœur de Sainte-Marie, à la rivière des pluies, des vies ont été brisées, mais des mémoires ont survécu.